Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Les pros de l'écho sont de retour avec un sujet qui lui aussi revient au devant de la scène économique en Algérie à l'occasion de la deuxième édition de l'Algeria Investment Conference. Il s'agit donc de la sempiternelle question de l'investissement, une thématique source de remous entre ceux qui veulent voir des résultats à court terme et ceux qui préfèrent se projeter dans l'avenir pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Même s'il faut l'avouer, le temps presse. Mais il convient de rappeler qu'au-delà de la promulgation d'une nouvelle loi sur l'investissement, l'Algérie a tout de même mis les petits plats dans les grands pour redonner confiance aux investisseurs et leur permettre d'appréhender définitivement le marché algérien. Alors comment promouvoir ce marché justement? Quels outils marketing et quels objectifs au demeurant? Les pros de l'écho s'emparent du dossier. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Abdelmalek Sarraï. Vous êtes expert international en investissement. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Pour vous accompagner, j'ai le plaisir également d'accueillir Amir Lebdewi. Vous êtes docteur en économie du développement à l'université de Cambridge et également maître de conférence à la South University of London. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Et également sera avec nous justement et nous accompagnera depuis le Portugal à Lisbonne plus précisément. Younes Merad, vous êtes aussi expert en investissement et directeur développement international à World Export Consulting. Soyez le bienvenu vous également. Merci à vous. Merci. Bonsoir messieurs. Je le disais tantôt, la deuxième édition de l'Algeria Investment Conference s'est clôturée aujourd'hui. Retour sur cet événement dans ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Alger ouvre ses portes aux investisseurs du monde entier à l'occasion de la deuxième édition de l'Algeria Investment Conference, un événement consacré à la promotion des opportunités et du climat des affaires en Algérie, devenu stratégique de par ses objectifs depuis la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement. Nous essayons de promouvoir l'importance des financements des investissements et d'expliquer comment bâtir des ponts entre les opérateurs et les établissements financiers, mais également la nécessité d'orienter les investisseurs sur la manière de monter des dossiers pour des projets d'investissement. Après avoir défriché le terrain sur le plan institutionnel et juridique, le gouvernement algérien s'attelle à promouvoir et marketer la destination Algérie. Et ce auprès des opérateurs économiques nationaux et étrangers, une étape d'une importance capitale. À l'heure où la concurrence fait rage, se distinguer sert d'abord à renforcer la compétitivité du marché. Les relations entre l'Algérie et la Turquie sont historiques, culturelles, sociales et profondes. Ces dernières années, les relations se sont développées grâce aux deux présidents Tebboune et Erdogan. En 2020, Erdogan a visité l'Algérie et une année après, en 2021, il y a eu une réunion de la commission mixte économique en Algérie. Il y a beaucoup de potentialités entre les deux pays qu'on pourrait développer. Nous avons tiré profit de ce forum et on espère qu'il y aura plus d'appui pour le développement. Le critère de l'amélioration du climat des affaires s'articule autour du renforcement de la base industrielle nationale par la protection du produit local et la consolidation du tissu des PME. Condition sine qua non à la pénétration des produits algériens sur les marchés ciblés, l'Afrique n'est pas insensible aux nouvelles caractéristiques du marché algérien, notamment dans certains secteurs qui ont la cote. L'Algérie a beaucoup de choses à partager avec le reste de l'Afrique, notamment en matière d'industrie, en matière également
de production de médicaments, en matière également d'expérience sur le plan énergétique, puisque c'est pratiquement la première puissance énergétique du continent. La deuxième édition de l'AIC a été ponctuée par la signature de nombreux accords de partenariat entre opérateurs économiques algériens ou étrangers dans divers secteurs d'activité. Le débat s'annonce passionnant et on va commencer avec vous, Monsieur Sarraï. Oui. Comment est-ce qu'un investisseur prend la décision d'investir dans un marché quelconque et qu'est-ce qui le motive à le faire justement, exception faite de la notion pertes et profits? Écoutez, d'après notre expérience qui date depuis 36 ans que Algeria International Consult a été créé sur la base d'une expérience internationale et sur demande de la présidence de la République, nous avons réalisé avec un groupe d'experts une centaine, 115 exactement, dont certains ont eu la chance maintenant même d'être ministres dans le gouvernement, même d'être conseillers à la présidence. Nous avons réalisé pas moins de 6650 études d'investissement à travers le territoire national. Le premier objectif que l'investisseur regarde, c'est le marché. Y a-t-il vraiment un marché? Quelles sont les facilités de ce marché? Ensuite, on va un peu plus loin. On va voir les banques, on va voir le problème foncier, n'est-ce pas? La relation avec l'administration, et quelles sont les facilités? Et puis, est-ce qu'il y a aussi, au-delà du consommateur algérien, est-ce qu'il y a une possibilité d'exportation? Tout cela entre en jeu et les ingénieurs, les techniciens, les experts, les bureaux d'études nationaux et étrangers entrent en jeu pour réaliser les études qu'il faut pour démontrer la caractéristique du projet et dire à l'investisseur faut-il aller ou ne pas aller ou changer. Souvent, il nous arrive de refuser certains projets parce que nous pensons que ces projets-là ne sont pas rentables ou ne sont pas utiles ou bien ils ne sont pas bons s'agissant de l'environnement, par exemple. Mais d'après notre expérience, il y a eu à peu près 67% de réussite et 23% de déchets. Ces déchets-là proviennent du fait que les banques ne marchent pas toujours, que le foncier, on n'arrive pas toujours à l'avoir dans les délais, que par moment, le financement donc n'est pas suffisant ou la technologie n'est pas maîtrisée. Autre chose que nous avons aussi, durant ces 35 ans, que nous avons remarqué, c'est que les fournisseurs étrangers, dans la plupart des cas, gonflent leurs factures. Et alors, nous avons tissé des points à travers le monde pour faire un contrôle. Quand, par exemple, un opérateur économique demande une facture pro forma, par exemple en Allemagne, nous nous adressons à l'Espagne, on s'adresse en France, on s'adresse en Chine, et on regarde quels sont les... Oui, on fait des une espèce de benchmark. Oui, pour voir un peu s'il n'y a pas des abus. Donc, l'expérience nous a démontré que l'Algérien veut travailler dès lors qu'il a une liberté d'action, dès lors qu'il est bien reçu dans les banques, dès lors qu'il est bien compris par l'administration fiscale, dès lors qu'il y a une facilité ou des facilitations pour réaliser son projet. Mais maintenant, les choses ont changé. À mon avis, depuis juillet de 2002, tous les ingrédients... 2022, tous les ingrédients positifs pour l'investissement sont maintenant réunis. Un nouveau code des investissements que nous avions d'ailleurs commenté à travers la presse nationale et à travers notamment le forum d'El Moudjahed et à travers certaines, même ici chez vous. Également, le système du foncier qui est en train de se reconstruire, qu'on va reparler, qui se reconstruire, la libéralisation totale des actions, le mouvement réel que nous sommes en train d'enregistrer. Il y a énormément de demandes étrangères, il y a des étrangers qui arrivent, il y a des étrangers qui demandent des renseignements, et c'est une vision c'est le printemps de l'investissement en Algérie depuis juillet dernier parce que, par ailleurs, l'Algérie est un grand pays, c'est un pays sous-continent qui a ses matières premières, qui a surtout sa grande jeunesse, cette jeunesse formidable qui se forme, qui est en train de maîtriser certains secteurs techniques, technologiques et qui permet donc aux investisseurs étrangers de s'intéresser davantage parce qu'en plus de cela, il y a ce qu'on appelle tous ces moyens de construction d'un projet, c'est-à-dire l'énergie électrique, le gaz, l'eau, la matière première, qui est très très bon marché par rapport à un ensemble de comparaisons que nous avons toujours fait à travers le monde. La dernière remarque, c'est que nous avions établi une liste de milliers d'idées de projets, que nous présentons quand on voit qu'il y a certains investisseurs vraiment qui veulent décider, mais ils n'arrivent pas à se décider, donc on leur soumet un listing de projets et à eux de voir un peu. Et puis ensemble, nous arrivons à choisir 2, 3 ou 4 ou 5 projets pour permettre un choix définitif. Mais maintenant, depuis juillet, terminé. L'Algérie s'ouvre totalement. Seulement, il manque une chose, c'est la communication.
Très bien. Il faut bien en parler, communiquer, il faut en parler, il faut expliquer, il faut sensibiliser pour ramener les gens. Il faut maîtriser les langues, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le perse, le turc, etc. Parce que nous sommes maintenant un pays qui s'ouvre et les gens, le monde entier découvrent que c'est un pays extrêmement riche, mais qui était dormant en quelque sorte. Maintenant, on se réveille, mais il faut le construire convenablement. Très bien, Monsieur Sarraï. Donc, le printemps de l'investissement en Algérie, selon Monsieur Sarraï, Younes Merad, vous qui avez longtemps travaillé sur les deux rives de la Méditerranée, sur le dossier de l'investissement, quelles sont généralement les attentes des porteurs de projets sur un marché tel que celui de l'Algérie? Avant tout, nous, on a eu depuis une vingtaine d'années à traiter beaucoup de TPE, PME, quelques multinationales, et la grande majorité cherche soit à écouler des produits ou des services qu'ils ont déjà, donc dans leur portefeuille, et qu'ils n'arrivent plus à écouler du fait de la saturation de leur marché, soit parce qu'ils veulent développer ce qui existe déjà chez eux en termes de produits et de services, et en ayant un marché comme l'Algérie, un marché de volume et souvent de qualité, parce que c'était un marché vierge où beaucoup de choses pouvaient être développées. Beaucoup étaient intéressés par l'Algérie depuis il y a une vingtaine d'années, étaient intéressés par ces aspects-là. Donc c'est ce qui les intéressait en fait, le développement soit de volume de vente, soit de vente, soit de production elle-même. Alors soit pour leur compte propre, donc pour les entités qui étaient dans les X pays qu'on a rencontrés la plupart du temps avec lesquels on a traité en Europe, soit par le biais de développement, donc soit des ventes directes, soit des ventes par le biais de distributeurs locaux, donc de biens ou de services, soit de coproduction, dans le cadre d'augmentation de volume de production ou de vente, pour les marchés locaux, donc l'Algérie, ce qui permettait à l'entreprise de grossir en volume et en chiffre d'affaires, soit pour de l'export ou de la réimportation, entre guillemets, lorsque ils ne veulent plus produire chez eux, parce que on s'adressait beaucoup à des entreprises européennes qui commençaient à perdre la capacité de production. Donc de la délocalisation pure et simple. Exactement, exactement. Du fait de X raisons, donc de la délocalisation ou de la coproduction, soit pour réimporter et puis vendre sur leur marché, soit pour exporter à partir directement de l'Algérie. Donc, c'était les raisons principales. Oui. Très bien. Amir Lebdewi, je me tourne vers vous. Le point fort de l'Algérie reste son potentiel énergétique. Comment ce secteur, qui est déjà structuré, qui bénéficie d'un véritable tissu industriel, comment peut-il justement servir les filières hors hydrocarbures dans le volet investissement ? Merci pour cette très pertinente question. En effet, il y a des synergies très importantes entre le secteur de l'énergie et la transition énergétique en particulier et le thème du développement industriel et de la diversification des exportations. Par exemple, que ce soit dans les énergies fossiles et les énergies renouvelables. C'est-à-dire, en premier lieu, il existe beaucoup de capacités, que ce soit en infrastructure, en expertise, et en technologie dans le secteur des hydrocarbures qui peut être redéployé vers de nouvelles industries, telles que l'hydrogène ou d'autres activités manufacturières, comme par exemple l'utilisation de gaz naturel pour produire de l'hydrogène bleu ou des capacités d'ingénierie chimique pour se lancer dans des activités à long terme. Et également dans les énergies renouvelables, où l'Algérie a un potentiel clair. Je pense que le futur... Notamment en matière de solaire. Exactement, le futur économique et énergétique de l'Algérie et dans les énergies renouvelables, c'est assez clair et net, même si les produits fossiles vont aider au court et moyen terme. Et donc, il y a de grandes perspectives d'industrialisation verte tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, utiliser donc le potentiel solaire, c'est-à-dire produire une énergie qui est peu chère, stable et propre et abondante, pour attirer de l'investissement dans des industries et des services technologiques énergivores, comme la production de l'acier, de l'aluminium, et des services technologiques comme les data centers. Donc, il y a des perspectives s'ouvrent quand on pense à l'énergie au-delà du domaine écologique, mais aussi dans toutes les retombées industrielles qui existent et qui, en ce moment, sont capturées dans très peu de pays au monde. Très bien. Monsieur Sarraï, j'ai envie de vous retourner la même question. Mais je dois, si permet l'Oustad, je dois compléter quelque chose, c'est que nous, on regarde aussi l'investissement à grande échelle, c'est-à-dire la PME, PMI, la petite industrie, la petite entreprise. Pourquoi? Parce que nous avons une pléthore de gens comme lui, très compétents. Ils sont jeunes, mais ils n'ont pas d'argent.
Ils ont des idées très claires, très précises. Il leur faut des petits projets. Les petits projets, c'est la PME-PMI, plus l'agriculture et les services. Et là, c'est un domaine énorme. L'avenir de l'Algérie, c'est d'abord ça. Parce que les secteurs clés qu'il a mentionnés sont déjà, en quelque sorte, pris en main, encouragés par l'État. Les moyens de l'État sont là, ils sont en train de les pousser. Donc, et on commence quand même à construire de grands projets d'avenir qui vont inonder le marché en termes d'énergie solaire, etc. Mais nous avons une population jeune très importante, nous avons une jeunesse extraordinaire qui veut travailler, qui veut s'impliquer, qui veut prendre ses responsabilités, qui veut gagner de l'argent, qui veut gagner dans l'expérience, qui veut travailler avec l'international parce qu'on s'ouvre maintenant, on s'ouvre vers des langues étrangères, on s'ouvre vers les philosophies étrangères. Mais comment justement le secteur de l'énergie peut-il y contribuer? Oui, il contribue parce que le secteur de l'énergie, c'est un peu le socle de l'olivier. Voilà. C'est un peu le socle principal parce qu'il émet de l'argent, beaucoup d'argent, il émet des idées grandioses, mais elles ne peuvent pas être toutes prises en considération par cette jeunesse qui ne demande qu'à travailler même sur des petits projets. La preuve, le fait que le gouvernement, depuis un certain moment, que le président de la République lui-même a décidé de créer un ministère des startups et de mettre des jeunes pour la promotion de ces startups, pour la promotion de ces jeunes entreprises, ça veut dire que nous sommes conscients qu'il y a un potentiel réel de cela. Notre richesse, c'est notre jeunesse. Si je peux me permettre, beaucoup de startups, justement, ont émis le souhait, le vœu de travailler dans le domaine de l'économie circulaire, par exemple. Oui. Il faut aussi des actions structurantes, parce que les actions structurantes, on ne peut pas laisser seulement ces grandes entreprises, ces géants, travailler seuls dans un contour plus ou moins fermé à travers les multinationales. Mais on a une population qui veut être active, on a une population jeune qui ne demande qu'à travailler, et donc on ne doit pas sous-estimer le potentiel de PME-PMI et le potentiel agricole. Nous sommes en train, par exemple, de faire des efforts considérables vers le Grand Sud. Vous voyez, c'est extraordinaire ce que les gens font d'efforts, investissent à Nama, à Gardaya, à Al-Bayr, etc. Nous sommes en train de le voir. C'est formidable. Et en plus, même à travers cela, même des grandes organisations arabo-islamiques ou européennes de financement de l'agriculture sont en train de s'intéresser au sud algérien. Mieux encore, si vous permettez, la dernière réunion des chefs d'État arabes et de souverains a suffisamment insisté sur l'axe de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire et d'office, quels sont les pays qui ressortent de plein fouet pour cette sécurité alimentaire, notamment les céréales, c'est l'Algérie et le Soudan. Et donc, si on arrive à bien communiquer avec le monde arabe, avec les financiers arabes, notamment des pays aussi riches que l'Arabie Saoudite, le Koweït, et les 3 ou 4 pays, surtout le Qatar, qui ont des moyens énormes financiers, avec le potentiel que nous avons sur l'agriculture et l'hydraulique, nous avons tous les ingrédients. Nous sommes vraiment en pleine euphorie, à condition d'être sages, ferme, de voir plus loin et de faire participer tout le monde. Il faut une consultation élargie, telle que vous le faites si bien, puisque vous nous appelez de temps en temps, nous comme simples techniciens, pour expliquer cela. Mais moi, je vois des milliers de jeunes qui arrivent au travail, qui arrivent pas pour travailler en tant qu'individu, mais pour créer des petites entreprises qui, à leur tour, vont créer de la richesse, et ça va se développer. C'est un peu la ruche des abeilles pour avoir du miel à grande échelle et permettre à l'Algérie d'être définitivement assise en Méditerranée et en Afrique et dans le monde arabe, et pourquoi pas commencer à exporter à coût de dizaines de milliards et non pas à 5 ou 7 milliards ou 8 milliards, parce que nous avons le potentiel pourvu qu'on y croit. Moi, j'y crois beaucoup. Je reçois beaucoup de jeunes, je reçois beaucoup de sociétés étrangères, pour leur dire, attention, l'avenir c'est en Algérie, c'est pas ailleurs. Très bien, monsieur Sarraï, c'est un peu plus clair, donc ces potentialités. Younes Merad, est-ce que vous pensez justement que le marché algérien a besoin d'une bonne campagne marketing au fond, et quels sont les outils et les prérequis nécessaires à ce travail, et qui doit l'effectuer surtout? Comme tous les pays qui sont passés par là et qui continuent à le faire d'ailleurs, on a de toute façon besoin de vendre la destination Algérie. On vend certains pays en destination touristique ou autre. Là, on a besoin de vendre l'Algérie en termes économiques. Ça, c'est clair. Les développements qu'il y a eu depuis, comme disait Monsieur Sarraï, depuis juillet, les décisions, les applications, les modifications, les textes de loi, etc.,
permettent de voir une avancée notable par rapport à ce qu'on a connu les 20 dernières années où on avait des dizaines d'entreprises qu'on accompagnait avec des décisions qui étaient prises mais pas d'application sur le terrain. Oui. Là, on a une application, on a des décrets d'application, on a une avancée qui est beaucoup plus visible. Allô ? Oui, oui, on vous écoute, Younes. Voilà, ça a été coupé un moment. Donc on a une avancée qui est beaucoup plus visible. Maintenant, c'est clair qu'il faut communiquer. Même si je vais dans le sens de Monsieur Serrail, notre potentiel, il est beaucoup plus axé ou peut-être orienté vers nos jeunes, Oui. vers les IDE ou vers des entreprises étrangères. Ce que pourront amener les entreprises Donc plutôt de étrangères, l'investissement domestique qu'étranger. Voilà. C'est-à-dire qu'on a à communiquer, à rassurer nos jeunes sur les capacités de les accompagner, de les aider, de les financer, de les assister, etc., pour se développer. On voit énormément de pays qui se sont sortis de crise du fait de la présence d'énormément de TPE et de PME, pas de multinationales. Tous les pays ayant des TPE, des PME très actifs, très réactifs, et je dirais pas aidés, mais non bloqués par un système administratif un peu lourd, ce qu'on est en train de bien améliorer, tous ces pays ont mieux résisté à toutes les crises qui sont passées. Très bien. Donc, et on a en Algérie le potentiel pour. Donc la communication, elle est nécessaire effectivement vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça nous apporte des compétences managériales qu'on n'en a pas, des savoir-faire comme on n'a pas, mais aussi importante vis-à-vis de nos jeunes à nous en Algérie. Très bien, très bien. De les rassurer, etc. Très bien, Younes Maradami Lebdewi, je me tourne vers vous une nouvelle fois. Vous qui avez travaillé sur des modèles économiques touchant à plusieurs pays, notamment sud-américains, est-ce qu'au fond, la meilleure des promotions pour le marché algérien ne serait pas d'injecter une bonne dose de libéralisme ou de culture d'économie de marché afin de revoir peut-être d'anciens modèles qui n'ont pas fait leurs preuves? C'est encore une question d'actualité que vous posez. Je pense qu'il faut aller au-delà des dogmes en alliant les deux. Je suis personnellement un fervent défenseur de l'intervention étatique dans l'économie, mais cette intervention doit être intelligente, cohérente, à long terme, mais aussi prendre en compte le dialogue avec le secteur privé. Donc c'est peut-être un des points de la logique libérale avec laquelle je suis d'accord, c'est que les managers d'entreprise, en général, ont accès à plus d'informations par rapport au potentiel et au type d'investissement qui doivent se faire ou ils doivent cibler que quelqu'un qui est peut-être gestionnaire dans la fonction publique qui n'a pas cette expérience. Ce ne serait pas un peu le rôle des patronats, ça? Justement, c'est le rôle des patronats et d'avoir ce dialogue pour aller ensemble, justement, les synergies. Donc l'intervention étatique n'est pas forcément en opposition avec les intérêts du privé, mais en même temps, si on laisse, c'est-à-dire le privé, on ne peut pas laisser le privé gérer l'économie à travers le libéralisme qu'on y entend, parce qu'on n'est pas sûr que les retombées vont avoir qu'il y aurait des retombées sociales. Donc il y a un équilibre, un juste milieu à trouver. Un équilibre. Et quand on regarde, c'est-à-dire les preuves, l'expérience économique de divers pays, je pense qu'il n'y a pas un seul pays qui était dépendant de ressources naturelles, qui s'est diversifié, qui s'est industrialisé au cours des 100 dernières années, sans des interventions étatiques adaptées. Même des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme la Chine ou le Brésil, ce sont des entreprises privées en général qui ont permis ce développement industriel avec bien sûr un État qui incitait l'investissement privé dans certaines activités où vous voyez un potentiel à long terme. Mais donc ce type il y a beaucoup d'efforts qui se sont faits au cours des dernières années en cette direction, en ayant des objectifs d'exportation, des objectifs de développement industriel. Peut-être il reste le côté de planification en termes de savoir exactement où on va, comment, avec une feuille de route claire. Et c'est là où les acteurs publics, mais aussi privés, savent quelle direction est prise et peuvent aider le gouvernement dans son action de diversification économique. Très bien, la synergie que vous appelez. Il y a un effet important qu'il faut citer quand même en Algérie, s'agissant de l'Algérie, c'est très spécifique. Quand on regarde, d'après nos études au bureau Algeria International Consult, la plupart des sociétés privées qui ont réussi, notamment dans l'agro-industrie, leurs managers sont des anciens cadres supérieurs des sociétés nationales. C'est-à-dire que l'expérience des sociétés nationales algériennes
n'est pas à écarter. Au contraire, il faut les rentabiliser. Tous ces gens-là qui s'en sortent, soit à la retraite, soit avant la retraite pour différentes raisons, doivent être capitalisés. Oui. Ils vont servir à conseiller les jeunes qui, eux, sont des moteurs dynamiques pour travailler. Mais on ne peut pas oublier tous ces gens-là, toute cette pléthore de cadres supérieurs qui ont servi durant au moins 20 ans, 30 ans, les sociétés nationales, publiques, qui ont acquis une expérience extraordinaire. Nous-mêmes, nous sommes sortis de cela. Moi-même, je suis sorti du ministère du Commerce, n'est-ce pas? Pour être à l'ONU, pour être ailleurs, c'est d'abord l'école du ministère du Commerce algérien. Et donc c'est cette pléthore d'hommes et de femmes qui étaient donc qui ont servi les sociétés nationales, nous devons les garder. Il ne faut pas les écarter, au contraire, il faut leur donner l'occasion d'être de nos conseillers pour accueillir et pour orienter ces jeunes-là. Parce que nos jeunes sont très sensibles. Par moments, ils ont de bons diplômes, mais ils sont sensibles. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'assistance technique, ils ont besoin d'éclairage, ils ont besoin d'accompagnement et laissez-les faire. Très bien. Laissez-moi justement revenir à la question de l'investissement, Monsieur Sarraï, avec vous. Beaucoup de pays aspirent à relancer, voire renouveler leur partenariat économique avec l'Algérie, à la lumière donc justement de ce nouveau cadre juridique mis en place par l'Algérie. Vous en aviez cité quelques exemples il n'y a pas si longtemps que cela. Où sommes-nous actuellement justement au niveau démarche? Je vous l'ai dit, maintenant il y a une il y a des venues répétitives d'étrangers. Soit ils viennent carrément nous visiter, soit ils nous écrivent depuis un certain moment. Et surtout, ça s'est accéléré après la promulgation du Code des investissements et de ces 8 textes d'application. Il y a énormément. Par exemple, dimanche prochain, moi-même, je recevrai une délégation de Turquie, une délégation de Chine. Les Chinois sont quasi dynamiques dans le marché algérien. Ils veulent à tout prix réaliser. Et nous sommes en train de les écouter, les orienter et dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme technologie. Ils proposent même des financements à grande échelle que nous avons proposé à certains membres du gouvernement algérien, puisque nous ne sommes que des opérateurs privés. Mais quand on reçoit à travers nos relations internationales, on les remet directement aux membres du gouvernement concernés, parce qu'il y a effectivement un intérêt grandiose. Les gens maintenant nous font confiance. Il y a autre chose qui a permis à l'Algérie maintenant d'attirer tous ces investisseurs. C'est la stabilité du pays, c'est la sécurité, c'est la très bonne communication de notre nouvelle forme de communication de notre diplomatie économique. Maintenant, il y a une diplomatie économique qui depuis relancée depuis plus d'une année, qui fait un travail colossal que nous avons beaucoup apprécié. Nous-mêmes, nous en avons bénéficié. C'est ça. Donc, le travail présidentiel, le travail des affaires étrangères, le travail institutionnel, institutionnel, les nouveaux textes qui sont formidables. Et je vous le dis tout de suite, les nouveaux textes ne sont pas sortis comme ça. Nous avons travaillé, moi-même, j'ai travaillé pendant 3 ans pratiquement à réfléchir à aller à l'Assemblée nationale. J'ai consacré des heures et des heures avec les députés pour leur dire, écoutez, balayez toute cette bureaucratie, il y en a marre, carrément c'est le terme est très fort, il y en a marre de cette bureaucratie, il faut laisser les gens travailler, il faut seulement préserver les matières premières, c'est notre richesse, c'est notre point fort. Ce que nous avons comme or, comme minerai de fer, comme phosphate, etc., comme pétrole, comme gaz, etc., c'est là notre richesse, plus la jeunesse, plus l'eau, bien sûr, dans le Grand Sud. Donc nous sommes conscients que nous avons tout cela, mais nous sommes aussi conscients que nous devons doubler d'efforts. Ça ne suffit pas ce que nous faisons. À mon avis, encore une fois, je suis un peu sévère, nous ne travaillons pas beaucoup nous-mêmes. Il faut doubler d'efforts, il faut travailler un peu plus quand même. Très bien, Monsieur Sarraï. Si vous le permettez, avançons un tout petit peu dans le débat avec vous, Monsieur Marad. Beaucoup justement de points sensibles dont résultaient certains blocages qui viennent d'être soulevés par Monsieur Sarraï ont été traités par le législateur algérien. Que reste-t-il à faire pour permettre une reprise rapide des investissements, notamment sur le plan financier et bancaire? Alors, sur le plan financier, peu d'entreprises que nous accompagnons viennent en demandant des investissements, enfin des financements. Donc c'est pas trop à ce niveau-là. Donc ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Oui, en général, les gens savent ce dont ils ont besoin, ils arrivent et montent crescendo. Ça arrive rarement en disant j'ai besoin de 100 millions d'euros pour développer telle ou telle chose. En tout cas, on n'a pas eu à le traiter nous. C'est différent. On arrive avec des PME plutôt dans l'industrie ou dans les services et qui commencent par poser les choses petit à petit, en disant, bon, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de gens formés, ce que l'on a beaucoup en Algérie parce qu'on a énormément d'instituts de formation, ce qui est la grande force de l'Algérie, surtout dans le technique.
beaucoup de gens nous disent, vous avez la chance d'avoir beaucoup de jeunes et beaucoup d'instituts de formation. Absolument. Et c'est-à-dire qu'on trouve de la main-d'œuvre formée. Oui. Et qu'on peut ensuite, à qui on peut compléter la formation. Donc, c'est pas trop l'aspect financier, en tout cas pas pour les entreprises que l'on accompagne. Donc, elles n'ont pas besoin de moi. Par contre, ce dont elles ont besoin, c'est lorsqu'elles ont besoin de faire des opérations financières, d'avoir un système beaucoup plus souple. On a un système qui est très policé pour éviter les abus. Oui. Ça se comprend quand on a vu les abus qu'il y a eu pendant les décennies passées. C'est normal. Maintenant, il faut faire un peu la part des choses et faciliter, peut-être comme, je dis ça en ouvert, peut-être comme la douane a fait un couloir vert pour les entreprises, entre guillemets, certifiées, mettre un système équivalent pour faciliter les choses, parce qu'elles ont beaucoup de problèmes dans leur transfert de fonds, dans leurs opérations financières, on oriente bien évidemment, nous, vers des banques publiques. C'est un peu classique, mais c'est normal. On oriente vers des banques publiques algériennes qui ont toujours cette lourdeur administrative. Et c'est cette lourdeur administrative qui gêne. Très bien. C'est pas que ça n'avance pas, ça gêne parce qu'ils ont envie d'avancer et cette lourdeur administrative parfois gêne dans le traitement des dossiers, etc., etc. C'est à ce niveau-là que ça pêche. Oui. C'est pas dans la demande de financement parce que les gens n'ont pas vraiment besoin de financement. Celui qui vient, qui dit, moi, j'ai besoin de 100 millions d'euros pour faire telle chose, moi, je me poserai des questions. Ouais. Dire, c'est justement la mission principale que le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a donnée en quelque sorte aux médiateurs de la République, de travailler dans le sens de la levée des barrières bureaucratiques pour permettre aux projets d'avancer plus rapidement. C'est ce qu'on voit. On le voit sur le terrain. C'est-à-dire, on voit la levée, on voit la concrétisation de dizaines de projets par wilaya. Nous-mêmes, on a vu des projets bloqués puis qui se sont débloqués parce qu'il y a eu des décisions fermes, parce que le président a décidé, les ministres ont suivi, les walis ont suivi derrière. Voilà. On le voit. On voit très bien que ça avance. C'est pour ça que je dis, c'est pas l'aspect financier qui gêne, c'est plutôt l'aspect administratif, la bureaucratie administrative qui est en train d'être levée. C'est ça qui est le plus important pour la plupart des opérateurs. Trouver une administration qui fonctionne, trouver des banques qui jouent le jeu, qui bloquent pas trop, sachant que de toute façon derrière ils trouveront des jeunes, puisque la plus grosse problématique au niveau mondial dans une entreprise, quand vous posez la question à un chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous bloque? Il vous dit la disponibilité de ressources humaines qualifiées. Très bien. Avant l'argent, avant l'administratif, c'est la disponibilité de ressources humaines qualifiées et motivées. C'est le critère numéro 1. Et on a cette chance d'avoir beaucoup de jeunes, beaucoup d'instituts de formation et de jeunes qui demandent et qui acceptent d'être formés, qui ne demandent que ça. Très bien, Younes Malad. On n'a que des atouts pour l'instant. Très bien, Younes Malad. La transition est toute faite, justement, Amir Lebdewi. Est-ce que la conception algérienne du doing business doit également évoluer? Doit-on justement permettre à des mentalités peut-être résolument plus pragmatiques de s'installer chez la communauté d'affaires en Algérie? Ou est-ce qu'au contraire, le modèle de relance par le marché libre reste un mythe qu'on peut superposer sur le cas, par exemple, du Chili, comme vous l'écriviez récemment? C'est exact. Je pense que les relances économiques par le marché libre sont non seulement très rares, mais aussi ont très peu fonctionné. C'est-à-dire que même les pays qui sont associés avec un miracle du libre marché, quand on regarde avec détail qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on voit qu'il y a souvent des interventions étatiques, même des fois discrètes, pour aider les entreprises à développer leur productivité. On peut donner des exemples là, lorsque l'État, par exemple, aux États-Unis ou même la Banque centrale européenne intervient justement pour injecter du cash flow. Yatik Saha. Donc aux États-Unis, c'est un des pays où les politiques industrielles sont le plus utilisées, mais c'est à travers le soutien à la recherche et développement. Donc c'est un coût pour l'entreprise qui ensuite, du coup, sont subventionnés par l'État, ou même les crédits subventionnés qui sont donnés à des entreprises pour qu'elles puissent développer leurs activités. Donc en parlant des classements de doing business et du climat des affaires, il est clair qu'avoir un climat des affaires sain est une des conditions du développement économique, mais ce n'est pas la seule et elle ne suffit pas. Et d'ailleurs, le classement de la Banque mondiale était très souvent erroné. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder où est un pays. Du coup, ensuite, le pays ne pense pas seulement améliorer son climat des affaires, mais juste faire les choses dont il a besoin pour augmenter quelques places. Très bien. Et des fois, la régulation, et ce classement était basé sur le fait que moins de régulation veut dire un meilleur climat des affaires. Et c'est faux.
des fois, on a besoin de régulation justement pour que les investisseurs, les entrepreneurs, les jeunes qui lancent des startups puissent être aussi protégés. Donc c'est dans cet esprit, je pense, qu'il faut que le pacte des affaires doit être pensé. Et on le voit avec la récente loi de l'investissement qui est beaucoup plus propice au business et aussi propice à établir un pacte économique et social avec le privé pour aller ensemble vers de l'investissement productif. Mais les solutions sont chez nous. Il faut que les banques s'émancipent. Les banques sont très lentes à régler les problèmes d'investissement, à répondre à certains anciens dossiers. Nous sommes acteurs et nous sommes en même temps observateurs. Tous les jours, nous recevons des plaintes de banques d'investisseurs dont les dossiers traînent depuis pas des mois, mais des années au niveau des banques. Et par moments, quand nous intervenons de manière très professionnelle, certains banquiers, n'admettent pas cette critique objective. Et je dénonce cela. Il faut accélérer les procédures de règlement des opérateurs économiques pour les encourager à aller de l'avant. Mais également, il faut travailler utilement pour améliorer l'environnement, sans attendre que telle banque ou telle institution internationale nous fasse des remarques. D'ailleurs, la plupart des remarques sont fausses. Moi-même, je les ai critiquées. Pourquoi? En écrivant même dans une presse internationale, car je connais certains de ces experts de la Banque mondiale ou du FMI ou d'autres institutions qui n'en veulent pas toujours du bien à l'Algérie parce qu'elle a une position ferme, elle est très souveraine dans ses décisions. Et là, il ne faut pas trop tenir compte de cela, mais tenir compte de nous-mêmes, de mal qui est chez nous, le mal qui est dans les banques, les retards dans le traitement des dossiers, la mauvaise communication ou bien même le manque de communication, le non-respect des opérateurs économiques au niveau de ces institutions. Si on règle cela, les choses vont iraient beaucoup mieux. D'ailleurs, le gentleman de Lisbonne a parlé de celui, comment il s'appelle, le médiateur. Le médiateur, il a fait un travail extraordinaire. Nous-mêmes, on a été obligés de l'appeler de temps en temps, de lui écrire. Monsieur Marad, qui est actuel ministre de l'Intérieur. C'était de l'immédiat. C'est 2, 3, 4 jours. Les choses ont été réglées alors que les dossiers traînaient depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 3, 4 jours, une semaine, c'est réglé. Donc, c'est le président qui a eu cette idée. C'est formidable. C'est ça, d'ailleurs, qui nous a remonté le moral. Non seulement il a remonté le moral à nous, aux opérateurs économiques, même aux étrangers, quand ils ont vu que les choses se dégèlent, que les choses s'améliorent, ils commencent à venir. Parce que dans ce dossier bloqué, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sociétés étrangères qui sont aussi bloquées, non payées depuis X temps, parce que la bureaucratie, rien d'autre. Donc cette bureaucratie-là, il faut la chasser, il faut la nettoyer, il faut accélérer les procédures. Monsieur Sarraï, 2 mots sur la ZLECAf d'abord, puis sur le foncier industriel. Justement, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, qui a indiqué que les pouvoirs publics s'attellent actuellement, sous les orientations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à l'adaptation du dispositif régissant l'investissement. Il s'agit de la création prochaine d'organismes publics nationaux chargés du foncier destiné à l'investissement, parallèlement justement à l'opération en cours pour assainir le foncier et récupérer celui attribué mais non exploité. Est-ce enfin une bonne nouvelle dans ce dossier épineux? C'est une bonne nouvelle mais qui est tardive. Les procédures sont très lentes. Mais elle est là. Elle est là, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut attendre encore des mois, des mois et des mois. Ce n'est pas facile, parce que le foncier, c'est important. C'est important et c'est aussi sensible. Il y a beaucoup de faux opérateurs économiques qui ont pris des terrains, qui n'ont jamais travaillé. Donc il y a un travail d'assainissement. Il faut un travail d'assainissement. Se faire. Et par moments, c'est la justice qui intervient, ou bien c'est le Wali directement de par son autorité. Mais c'est un problème douloureux. Moi, je dis bien douloureux parce que quand on voit qu'il y a des terres énormes. Le système du CalPIREF a fait qui sont abandonnées alors qu'il y a des centaines d'opérateurs économiques. Moi, j'en connais déjà, par exemple, à Sétif. Et je connais des jeunes ingénieurs de haute qualité et qui n'arrivent pas à avoir un bout de terrain pour travailler, pour faire travailler leur machine. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. C'est c'est pas normal que vous avez des milliers d'hectares qui sont là, et en face, vous avez des milliers de gens qui attendent ce bout de terrain pour installer leurs usines. Moi, je dénonce ça parce que je veux que mon pays travaille davantage. Je veux que les opérateurs économiques, notamment les jeunes, puissent réaliser plus rapidement leur. Donc, il faut s'émanciper nous-mêmes, c'est entre nous. Ça, c'est une affaire interne. Moi, je ne regarde pas trop tôt les institutions internationales parce que j'ai travaillé dessus, dedans. J'ai beaucoup d'anciens collègues et je leur fais des critiques. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner de fausses notes à l'Algérie? C'est faux ce que vous dites parce que nous avons ça. Mais il faut quand même travailler pour améliorer l'environnement.
al-muhit, comme on dit en arabe, l'environnement de l'investissement. Bien recevoir les gens, bien communiquer, parler les langues étrangères, n'est-ce pas? L'hygiène dans les villes, l'hygiène dans les endroits où on les reçoit, et une meilleure réception au niveau des investissements. Récemment encore, j'ai fait un appel solennel par voie de presse, par le Boujad, au président de la République pour lui dire: écoutez, avant la tenue des chefs d'État, il nous faut une agence de haut niveau, parce qu'on ne peut pas recevoir les ambassadeurs, on ne peut pas recevoir des milliardaires dans un coin à Hissène. Et effectivement, ça a été fait. Au CIC, ça a été fait. Ça a été fait. On a maintenant, l'Algérie a maintenant une agence de qualité, au niveau, en tout cas meilleure, au niveau d'Al-Baïda. Et tant mieux, des réactions comme ça, nous sommes heureux qu'il y a immédiatement des répondants quand on fait appel, parce que nous ne sommes que des techniciens, nous voulons construire. Nous voulons construire, parce que le potentiel est énorme. Et on a besoin de nos jeunes, il faut les accaparer, il faut les faire travailler. Très bien, c'est clair. Amir Lebdewi, la ZLECAf en 2 mots, s'il vous plaît. Les échanges sont très faibles, ils sont entre 2,7 à 5% entre les pays arabes. Pourtant, les textes sont là, les banques aussi sont là. Mais de nombreux pays sont restés cloîtrés sur eux-mêmes, n'ont pas utilisé cette possibilité. Et il faut qu'on en parle, il faut que les opérateurs économiques, notamment avec l'aide du ministère du Commerce, et là également même au ministère du Commerce, il faut qu'ils communiquent davantage, parce qu'on a rencontré des problèmes de communication pour arriver à toucher un directeur général d'une institution. C'est la Cora et la bannière. La meilleure, on m'a dit, il faut appeler le ministre pour qu'on puisse vous donner le numéro de tel directeur général. J'étais comme un fou. Et il faut communiquer, il faut ouvrir les portes, il faut recevoir des gens, il faut recevoir des opérateurs. Parce que il y a des avantages que nous pouvons prendre du monde arabe, il y a des avantages que nous pouvons prendre des banques arabes qui financent. J'en ai fait une conférence à Sharika, en Arabie Saoudite, et aux Émirats, pour leur dire: écoutez, ouvrez-nous les mains de financement. Ils m'ont dit: mais c'est ouvert, c'est vous qui ne venez pas. Très bien. Voilà la remarque. Très bien. Amir Lebdewi, justement, l'Algérie a beaucoup investi dans les infrastructures durant les 20, peut-être 10, 15 dernières années, en sachant que la logistique est un maillon central dans toute chaîne de valeur. Ces investissements sont renforcés actuellement par l'ouverture de nouvelles voies terrestres, maritimes ou également aériennes. Est-ce en soi une preuve justement que l'Algérie a fait le choix de l'intégration économique, notamment sur le continent africain, au détriment d'un certain protectionnisme peut-être qui lui était reproché autrefois? Absolument, je pense que c'est le cas assez clairement. L'investissement dans la logistique, dans l'infrastructure qui permettra l'exportation montre clairement que les efforts du gouvernement en la matière favorisent l'exportation et donc le développement à long terme de l'économie algérienne. Vous n'êtes pas sans savoir que l'infrastructure est clé, c'est-à-dire c'est la base de pouvoir aspirer à du développement industriel sur le long terme. Ce qui fait que c'est vraiment une base qui permettra sur le long terme à capter les opportunités industrielles qui s'ouvriront à nous, non seulement maintenant, mais aussi les opportunités de demain. Et l'infrastructure est un thème, bien sûr, un thème très important, un pilier qui est aussi complémenté par l'alignement dans le capital humain, c'est-à-dire former les jeunes qui ont les types de capacités qui sont nécessaires pour justement créer les emplois ou capter les emplois industriels de demain. La finance, avec le rôle des institutions publiques pour justement appuyer les efforts industriels dans ce thème, le soutien à la recherche et développement. Et on revient donc toujours au terme de la planification à long terme, c'est-à-dire savoir où on va. Et c'est très important car les investissements en infrastructure ou même capital humain, ça prend plusieurs années pour venir à la réflexion. Quand on décide d'un investissement en infrastructure, c'est dans 5 ans, 10 ans que cela porte des fruits. Donc l'Algérie a montré qu'elle en est clairement capable et qu'elle va dans cette direction. Et je suis très optimiste par rapport à notre capacité de planification sur le long terme. Très bien. Il faut signaler, si vous permettez, qu'il y a quand même des éléments très positifs. S'il vous plaît, Monsieur Sarraj. Très positifs. Actuellement, il y a la mise en œuvre d'un programme pour reprendre la marine marchande. Donc acquisition, il y a l'acquisition d'avions, donc l'aviation. Il y a 11 ports qui sont en train d'être valorisés sur le plan de la navigation, sur le plan de la surveillance, sur le plan donc du mouvement, etc. Donc il y a le programme du chemin de fer qui est extraordinaire, c'est très important. Donc quand on regarde le programme du ministère des Transports, on voit que l'Algérie bouge beaucoup dans la modernisation de ces infrastructures pour être au diapason avec le monde de l'économie mondiale.
Très bien. Messieurs, le temps qui nous était imparti est écoulé. Cette émission touche à présent à sa fin. Merci à nos chers experts d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Les pros de l'écho vous donnent rendez-vous dès jeudi prochain. Excellente fin de soirée sur notre antenne.